Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais traiter deux exercices sur les talus. Donc, voici un premier exercice. Il s'agit d'un talus de masse volumique 20 kN par mètre cube, donc de frottement 30 degrés et de cohésion 50 kPa. Il fait 6 mètres de hauteur et une pente de 40 degrés. On suppose que ce talus est susceptible de glisser suivant un plan. Donc, on va vérifier la stabilité de ce talus vis-à-vis d'un glissement plan. Donc, la solution. Alors, là, je vais calculer ce qu'on appelle la hauteur critique. Donc, voici la formule. La hauteur critique, c'est 2 sinus bêta cosinus phi sur sinus carré bêta plus phi sur 2 par C sur gamma. On ne peut utiliser cette formule que si C n'est pas nul. Bien, après tout calcul, j'ai trouvé 8,46 mètres. Je compare cette valeur de hauteur critique avec la hauteur du talus. Si la hauteur critique elle est supérieure à la hauteur du talus, on dira que le talus est stable vis-à-vis d'un glissement plan. Si c'est le contraire, on dira que le talus il est instable. Là, j'ai fait une synthèse lorsqu'il s'agit d'un glissement plan. Donc, dans le cas général, lorsque bêta est inférieur à phi, le talus est stable, quelles que soient les conditions. Lorsque C égale 0 et que bêta est supérieur à phi, le talus est instable. Par contre, lorsque C est différent de 0 et que bêta est supérieur à phi, c'est-à-dire notre cas, il y a lieu de déterminer H critique et de vérifier H critique avec H. C'est ce qu'on vient de faire. Ça veut dire, d'après ce résultat, que je peux aller en hauteur jusqu'à 8,46 m. Bien, maintenant je passe à un autre exercice. Voici le deuxième. Donc là, nous avons un talus de 40 degrés composé de deux couches. OK? Et voici les paramètres de ce talus. Donc une première couche de 4 mètres de hauteur avec un gamma de 18 kN par mètre cube, phi égale 20 degrés, C égale 10 kPa. Une deuxième couche de 2 mètres d'épaisseur, gamma égale 20 kN par mètre cube, phi égale 30, C égale 15. Voilà, je viens de mettre l'épaisseur de la deuxième couche et on vous demande de vérifier la stabilité de ce talus vis-à-vis d'un glissement circulaire. OK? Et là, on va définir le cercle. Donc, on va commencer par définir le point, le centre. Donc, le centre, il se trouve à la verticale de la tête du talus. Mais le cercle doit passer par le pied du talus et le rayon égale 10 mètres. On vous demande de vérifier la stabilité par la méthode des tranches et là, on vous suggère de prendre des tranches de 1 mètre de largeur. Donc là, voici la solution. On commence tout d'abord par dessiner un talus à l'échelle. Moi, j'ai pris comme échelle 1 mètre égale à 1,5 carreau. Donc, j'ai dessiné un talus. Voici mon talus. OK. Là, la pente est à 40 degrés. Et là, j'ai deux couches. Première couche, deuxième couche. OK. Bien. Maintenant, je dois repérer les points pour lesquels je dois couper une tranche. Donc, j'ai repéré 3 points. Point A, c'est la tête du talus. Point B, c'est la ligne frontière entre les deux couches sur le talus. Et le point C, c'est de l'autre côté, le point frontière, bien la ligne frontière entre les deux talus. Pourquoi j'ai imposé ces points? Pour avoir des tranches régulières.
Par exemple, si j'ai une tranche entre A de part et d'autre, j'aurai une tranche qui n'est pas rectangulaire ici. Donc ça va être une source d'erreur. Là, j'ai pris le B ici. Pourquoi? Pour avoir en bas des tranches formées uniquement de sol 2 et ayant une forme régulière. Pour le point C, il s'agit de frottement. Là, j'ai séparé toutes les tranches qui frottent avec le deuxième sol des tranches qui frottent avec le premier sol. Bien, maintenant, j'ai défini le rayon tel qu'il est donné dans l'énoncé. Donc, il se trouve à la verticale de la tête du talus et j'ai pris cette distance égale 10 mètres. Donc, comment on fait en pratique? En pratique, nous avons une feuille de papier millimétré. On dessine à l'échelle notre talus avec la pente, etc. Avec la pointe d'un compas, je fixe la pointe ici. J'ouvre 10 mètres et je repère le point. D'accord? Le centre, si vous voulez. Ensuite, j'inverse le compas. Je mets la pointe ici et je dessine mon cercle. Ensuite, l'étape suivante consiste à découper les tranches. Okay. Donc, on commence par les points imposés. Point A, point B, point C. Ensuite, le reste, on va le décomposer tel qu'il est décrit sur l'énoncé, c'est-à-dire des tranches de 1 mètre de large. Bien sûr, là, il va y avoir des chutes de part et d'autre. Donc là, nous avons une tranche légèrement plus grande. Là aussi, une tranche légèrement plus grande. De même sur les deux autres extrémités. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir un tableau. Donc voici le tableau qu'on doit remplir. Donc on va numéroter les tranches. Ok. Voici les numéros. Ensuite, pour chaque tranche, nous allons mesurer. Donc je dis bien mesurer, donc c'est une méthode graphique. La largeur B, c'est quoi la largeur B? C'est cette distance. Ensuite, pour une tranche, nous avons deux hauteurs concernant deux couches différentes. Donc, on va mesurer la hauteur H1, H2. Pourquoi? Pour calculer le poids de cette tranche qui sera égal à H, gamma 1, H1, plus gamma 2, H2, le tout par B. Donc, voici les résultats, mes résultats à moi. OK? Donc, B, H1, H2. Je viens de définir le B, le H1 et le H2. Maintenant, on arrive à alpha. Qu'est-ce que c'est que alpha? Le alpha, il faut tout d'abord repérer le milieu de la tranche. Ensuite, c'est la tangente à l'arc de cercle. C'est la tangente à l'arc de cercle. Mais là, c'est très délicat de déterminer ce alpha comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre astuce. La voici. Par rapport au centre du cercle, je détermine le milieu. Par exemple, ça c'est l'exemple de la tranche 13. Je détermine le milieu. Ok, c'est facile de déterminer le milieu que la tangente. Et je trace un trait. Autrement dit, pour la tranche 13, voici la tranche 13 et voici le milieu. Le alpha n'est autre que l'angle que fait cette droite avec la verticale. Donc, je place un rapporteur. OK. Et je mesure cette pente. D'ailleurs, je peux faire le travail pour l'ensemble des tranches. Donc, je place mon rapporteur ici par rapport à la verticale et je commence à lire toutes les valeurs. Là, on remarque qu'il y a des tranches par rapport à la verticale de ce côté-là et des tranches de l'autre côté. Donc, nous avons des valeurs de alpha positives et des valeurs de alpha négatives. Donc, sur mon dessin, les valeurs les tranches de 1 jusqu'à 7 ont des valeurs négatives et de 8 jusqu'à 16 ont des valeurs positives. Donc, voici les résultats. Alpha en degrés. OK. Les voici. Maintenant, on va calculer le poids W.
Donc W, nous avons dit que c'est B gamma 1 H1 plus gamma 2 H2. Je répète, B gamma 1 H1 plus gamma 2 H2. D'accord? Bien, ensuite, cette case, c'est des calculs. Ça va être W sinus alpha I. WI sinus alpha I, c'est-à-dire cette colonne multipliée par le sinus de cette colonne. Voici les résultats. Et là, je vais faire la sommation de l'ensemble des valeurs. Et cette valeur représente la somme des forces motrices. La colonne suivante, je vais calculer WI, cosinus alpha I, tangente phi, plus CB sur cosinus alpha I. Je répète, cette colonne, c'est W cosinus alpha, donc WI cosinus alpha I tangente phi, plus CB sur cosinus alpha I. Mais là, je dois faire attention. Tangente, c'est l'angle phi, mais il faudrait voir où est-ce qu'elle est la tranche. Je remets mon dessin ici. Toutes les tranches de 1 jusqu'à 15 se trouvent dans le deuxième sol. Donc, tangente phi, ça va être tangente du deuxième sol, c'est-à-dire 30 degrés. Également, le deuxième terme, la cohésion, plus CB sur cosinus alpha I. Là aussi, je vais prendre la cohésion des 15 premières tranches. Pourquoi? Parce que le frottement va se produire dans la deuxième couche. Sauf pour la tranche 16, où le frottement va se trouver dans la première couche. Et dans ce cas-là, je vais prendre phi égale 20 degrés et C égale 10 kPa. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, voici l'ensemble des résultats. Et là aussi, je vais faire la somme. À la fin, je vais déduire un coefficient de sécurité vis-à-vis du glissement. C'est le rapport entre les forces résistantes et les forces motrices. Donc là, pour moi, j'ai trouvé 3,7. Alors, la conclusion, c'est que le talus est stable vis-à-vis du cercle que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi au hasard un cercle. Le voici. OK. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un balayage. C'est-à-dire, je vais changer la position du centre. Par exemple, là, je vais me déplacer dans ce sens horizontalement avec un pas. Un pas de 1 mètre ou bien 1,5 mètre ou bien comme vous voulez. Donc, je prends un exemple. Je vais me déplacer d'1 mètre. Je vais décrire un autre cercle, toujours passant par le pied du talus. Et je vais faire la même chose. À la fin, je dois trouver F. Donc, si je trouve F inférieur à 3,7, je continue sur cette direction. Je vais encore aller vers la gauche. Un pas là, ensuite là. Bien, par contre, si je trouve que le coefficient de sécurité augmente, moi je cherche le coefficient de sécurité le minimum. C'est-à-dire que je suis dans la mauvaise voie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici et je vais aller dans ce sens. Jusqu'à ce que je trouve un coefficient de sécurité le plus faible horizontalement. Une fois que je trouve le coefficient de sécurité le plus faible horizontalement, je vais faire la même chose mais verticalement. Par exemple là, je vais aller vers le bas, ensuite vers le haut. Là, je vais faire un balayage du centre du cercle. Mais si jamais je trouve un coefficient de sécurité inférieur à 1, je m'arrête pour dire que le talus, il est instable. D'accord? Donc, une fois qu'on a trouvé F inférieur à 1, on arrête les calculs et on dira que le talus est instable. Sinon, on cherche encore jusqu'à avoir le coefficient de sécurité le plus faible. Si le coefficient de sécurité le plus faible il est toujours supérieur à 1,
On dira alors que le talus, il est stable. Sur ce, je termine. Je vous remercie et à la prochaine.